Bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Alors, rapidement, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis l'Édith Bélan de Lac au Sable. Parce qu'à Syntec, il paraît qu'il y a une Édith Bélan. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais bon. Alors, pour ceux qui sont de Syntec, vous allez voir l'Édith Bélan de Lac au Sable ce soir. Alors, je suis une citoyenne engagée. Pour l'instant, Lac au Sable, il ne semble pas avoir de projet d'éoliennes de prévu, mais qui sait? Bref, c'est en fait grâce à mes valeurs profondes que mes parents m'ont inculqué, que dans le fond, je me suis impliquée en tant que citoyenne. Mon père était de Syntec et ma mère de Lac au Sable. Alors, ma présentation se portera sur l'acceptabilité sociale, les emplois, la vitalité économique, les risques d'impact sur la nappe phréatique, le calendrier de production du projet de TES Canada, le cas d'Inergex aussi, que je vais aborder rapidement. Et à la fin, si jamais il y en a qui ont des questions, on pourra répondre aux questions. Alors, avant d'aborder ces sujets, j'aimerais rappeler rapidement, en gros, quel est le projet de TES Canada. Alors, Mme Neal a dit que c'était un projet privé, majoritairement étranger. Il faut spécifier que ce projet-là n'a pas fait l'objet d'aucun appel d'offres du gouvernement. Et le but, c'est de produire de l'hydrogène. C'est pas le premier but, c'est pas de produire de l'électricité, c'est de produire de l'hydrogène. Pour ce faire, le gouvernement a octroyé un bloc énergétique de 150 MW à faible coût pour le promoteur. Et pour pallier à son besoin, le promoteur a dit « j'ai besoin de plus ». Alors, je vais faire un projet éolien. Et les éoliennes, je le rappelle, auraient 689 pieds de haut jusqu'à maintenant, parce qu'ils n'ont pas encore choisi, selon l'étude d'impact environnemental, le modèle de l'éolienne n'a pas été encore arrêté. Donc, au début, dans l'avis de projet, le promoteur parlait de 4,6 éoliennes, 4,6 mégawatts de l'éolienne, et là, ça serait plus autour de 7, 7,5. On a indiqué dans l'étude d'impact environnemental que ce serait 125 éoliennes environ sur une page. Et quand on regarde un peu plus loin, toujours dans l'étude d'impact environnemental, c'est écrit jusqu'à 125 éoliennes. Donc, je trouve ça bizarre qu'un projet qui est déposé au gouvernement indique environ, puis sur la page qui suit, jusqu'à. Parce que environ 125, ça peut être 130, ça peut être 120, ça peut être 135. Puis si on écrit jusqu'à 125, c'est comme on n'est pas supposé dépasser 125. Actuellement, il y a 133 emplacements qui sont étudiés. Et évidemment que le parc éolien n'est pas la seule façon d'aller chercher l'électricité, mais il y a aussi le parc solaire de 200 MW. Je tiens à rappeler que le contrat avec Énergir, qui achèterait de l'hydrogène, du méthane travaillé avec l'hydrogène, n'a pas été encore écrit, fait officiellement. Il faut aussi mentionner que des constructeurs de camions à l'hydrogène n'existent pas et partout à l'international, ceux qui le faisaient font faillite les uns après les autres. Alors, en ce qui concerne l'acceptabilité sociale, dans l'entente cadre que la MRC a signée avec TES Canada, c'est écrit que TES est entièrement responsable du développement, de l'exploitation du projet, incluant son acceptabilité sociale. Entièrement responsable. Qu'est-ce qu'on lit quand on regarde l'étude d'impact environnemental? On lit autre chose. C'est écrit que cette responsabilité ne relève ni de l'initiateur du projet, ni de ses parties prenantes impliquées. Alors, il y a comme une petite contradiction, là. Si on est entièrement responsable, on ne va pas ensuite dire que
la responsabilité ne relève ni de l'un ni de l'autre. Qui sont ceux qui ont reçu le dernier petit dépliant non, pas le dépliant du collectif, le dépliant publicitaire de Tess, qui est fin août. Plusieurs l'avaient reçu. Parfait. Alors, dans le dépliant, vous avez sûrement vu que c'est écrit dans leur publicité que Tess écrit 4 350 nouveaux emplois payants. Hey, wow! Qu'est-ce qui compte ça? Un projet qui amène autant d'emplois dans une région. On ne peut pas être contre ça, hein? Mais ce qu'ils ne vous disent pas dans leur publicité, c'est que c'est les emplois pendant 3 ans de la construction et les emplois quand le site va être opérationnel. Ils mettent tout ça ensemble. Puis en plus, ils ajoutent des emplois indirects. Donc, ça commence à gonfler les chiffres. Mais qu'en est-il vraiment? Je regarde dans l'étude d'impact environnemental et sur une page, c'est écrit 4 350 nouveaux emplois potentiels. Potentiels. Alors, un potentiel, c'est pas réel. On continue sur l'autre page, toujours pour les mêmes chiffres, OK? Les emplois potentiels, les emplois pendant la construction, les emplois en période d'opération, les emplois potentiels. Mais sur une page, ils disent que ce sont des emplois qui seront créés. Donc, ils affirment que ce sera des emplois qui seront créés. On continue quelques pages plus loin, pas tout de suite pour moi, là. C'est dans l'étude d'impact qu'on voit ça. Vous irez voir dans le corridor, j'ai mis des petites photos des extraits de ce que je vous mentionne. Et les emplois, toujours les mêmes emplois, c'est écrit ensuite que ce sont des emplois estimés. OK, donc le discours change. Je reviens à l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est un processus sur lequel doit être absolument établie la confiance. Moi, là, si j'ai quelqu'un qui me dit un chiffre une journée, puis que le lendemain, il me dit d'autres choses, puis que le surlendemain, il dit autre chose, je suis pas sûre que je vais avoir confiance, moi, à cette personne-là. Alors, parce qu'il y avait des chiffres qui changeaient, puis que c'était écrit potentiel, seront créés, estimés, à un moment donné, j'ai écrit sur la page Facebook de Projet Mauricie, puis je leur ai demandé, pouvez-vous m'aider, là, parce que moi, je suis un petit peu confuse là, avec tous ces chiffres-là. Et ce qu'ils m'ont répondu, bonjour Edith, la différence entre les chiffres provient du fait qu'on parle des phases et des catégories d'emplois différentes. Lors de la construction, l'étude prévoit environ 1750 emplois directs et 2000 emplois indirects. Une fois le projet en exploitation, il restera environ 55 emplois permanents, équivalents temps plein, liés à l'usine et à l'exploitation des éoliennes. 55. Je ne l'invente pas, c'est la réponse là, que j'ai eue. Ici, dans leur publicité, ils parlent de 200 emplois. Puis eux, ils me répondent 55. Je dis ça comme ça. J'aimerais vous parler maintenant de vitalité économique. Parce qu'évidemment, quand on offre beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent, on ne peut pas être contre un projet. Voyons, c'est sûr. Puis quand on nous dit ça va vitaliser votre place, vos petits villages, bien là, on est sûr qu'on est pour ça, hein? Alors moi, j'ai regardé un petit peu la situation. C'est quoi au juste les indices de vitalité économique? Il y a 3 facteurs. On regarde le nombre de travailleurs, on regarde le revenu médian, puis on regarde la démographie, l'accroissement de la population sur une période de 5 ans. On fait un calcul savant et l'Institut de la statistique du Québec offre des données pour chaque village au Québec, un indice de vitalité économique. Alors, ma question que je vous pose, croyez-vous que des redevances ont un impact sur cet indice de vitalité économique? Qui dit oui? Oui? Bien, on pense, hein? On pense que oui, c'est sûr, parce que le promoteur, il nous dit, je vous envoie plein d'argent, là. Ça va vitaliser
vos places. Alors moi, je me suis posé la question. Je suis allée voir le site de l'Institut de la statistique du Québec. J'ai répertorié 22 municipalités qui reçoivent des redevances de parcs éoliens. Et ici, j'ai indiqué l'année de mise en service. OK? Puis j'ai regardé l'indice de vitalité en 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Et là, j'ai fait une comparaison entre 2014 et 2022. Comment ça se comporte, l'indice de vitalité économique, quand on reçoit des redevances de parcs éoliens? Alors, CAPTCHA, c'est des petites éoliennes comparativement à ce qu'on voudrait nous placer ici. CAPTCHA, depuis 1999. 2014, ils sont à moins 13,46. Et si on regarde les années suivantes, c'est pas mal du stable, là. C'est encore des chiffres négatifs assez importants. 2022, ça s'est amélioré, moins 7,83. Donc, la comparaison, c'est que l'indice a monté. Il est toujours négatif, mais ça a quand même monté. Si on regarde l'ensemble des municipalités, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais il y en a 16 sur 22 que leur indice a descendu. Descendu. Et il y en a 45% qui ont toujours un indice négatif. Alors, si les redevances de parcs éoliens étaient l'Eldorado, je pense que toutes les municipalités, les 22, auraient un indice qui aurait monté puis qui serait positif, clairement. Mais comme je disais tantôt, s'il y a peu d'emplois qui gèrent le projet d'énergie renouvelable, bien c'est sûr que si tu n'as pas tant d'emplois, puis que les revenus, ça va aux municipalités, mais ça ne va pas dans les poches de la majorité des citoyens, bien je ne pense pas non plus que les redevances vont faire en sorte qu'il va y avoir un accroissement de la population non plus. Donc, c'est clair, avec les 3 facteurs que je vous ai indiqués tantôt, c'est clair que des redevances, ça ne va pas vitaliser de façon économique un village. C'est plus des jeunes qui viennent s'établir, comme Bouffée d'air et Fourchette, un jeune couple dynamique, qui ont des enfants, qui vont à l'école, qui offrent des produits locaux. Ça, c'est dynamique. Ça amène quelque chose de potentiellement positif. Même les projets comme 100% communautaires de Yamaska, Saint-Aimé et Saint-Robert, même des projets qui sont 100% communautaires, on les voit ici. Il y en a 2 qui ont des indices positifs, puis qui ont monté, mais celui de Yamaska, là, c'est le même projet communautaire, puis son indice a descendu. Donc, je pense que quand le promoteur arrive puis fait miroiter des redevances comme étant la situation fantastique pour dynamiser les milieux, bien, je pense qu'il faut être un petit peu plus critique que ça envers ces affirmations. Qu'en est-il de notre MRC? On n'a pas encore de redevances. Voici le tableau, toujours de l'Institut de la statistique du Québec. Notre indice de vitalité économique. 60% des municipalités ont un indice qui s'est amélioré, puis on n'a pas de redevance, ça s'est quand même amélioré. 60% s'est amélioré. Et si vous remarquez aussi, pour la plupart, ceux qui sont négatifs, pour la plupart, on n'est pas plus négatif que CAPTCHA qui reçoit des redevances. Ça aussi, il faut le mentionner. Alors, je me suis aussi intéressée dans l'étude d'impact environnemental. Il y a une section où est-ce que le promoteur parle de l'impact sur le domaine du récréo-touristique. Ça dérange-tu, ça, les éoliennes pour le domaine récréo-touristique? Donc, eux autres qui ont fait des mentions là-dessus, ils ont comparé le projet de, comment ça s'appelle, des cultures. Un projet de 6 éoliennes. Ils comparent ça, ils font un parallèle avec le projet de test où il y en aurait possiblement 133, 125, on ne sait plus quel chiffre, là, mais bon. Compare les deux. Et là, il dit qu'il demeure difficile de conclure sur
que le projet pourrait avoir sur les activités récréotouristiques en phase d'exploitation. Il dit ça à une page. Il trouve ça dur de vraiment conclure, là. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils disent que pour l'évaluation de cet impact-là, ils affirment ensuite qu'en phase d'exploitation, l'intensité de l'impact négatif, activité récréotouristique, est considérée faible. Fait que sur une page, ils disent on n'est pas sûr de comment on pourrait conclure l'impact. Puis sur l'autre, ils disent ça va être faible là, comme impact. Un peu particulier de voir ça. Prochain sujet qui touche tout le monde, c'est les impacts que pourrait avoir le projet sur les nappes phréatiques. Alors, vous voyez ici un extrait d'une carte qui est dans le corridor, là. Vous voyez surtout la Saint-Adèle, Saint-Thècle est en haut. Les points jaunes, ce sont les éoliennes potentiellement à installer. Alors, ce que dit le promoteur dans son étude d'impact, c'est que la vulnérabilité des nappes phréatiques est assez élevée parce que la légende dit que quand c'est orange foncé comme ça, la vulnérabilité des nappes phréatiques est très élevée. Et ce qu'il mentionne, c'est que les fondations profondes des éoliennes pourraient avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau. Et il mentionne que c'est un effet qui persisterait dans le temps, puisque les fondations demeurent là. L'autre affaire, ça risque fortement de... Eux, ils disent que c'est un impact moyen. Mais la vulnérabilité est élevée, mais l'impact serait moyen, semble-t-il, sur les nappes phréatiques. Cependant, il n'y a pas juste la qualité de l'eau, il y a aussi la quantité d'eau. Et ils expliquent dans l'étude d'impact environnemental que les surfaces qui sont imperméables, parce que du béton, ça passe pas l'eau, ça crée du ruissellement, donc ça va réduire la possibilité de recharger les nappes phréatiques. Et là, eux, ils disent, ouais, mais là, on a des mesures d'atténuation. OK. Il dit, bon, ils ont une solution. Bien, en lisant, ils disent que la construction des fondations profondes peut établir une connexion hydraulique entre les différentes unités hydrogéologiques. Le mélange des eaux de ces aquifères peut en changer les caractéristiques géochimiques initiales et éventuellement les équilibres physico-chimiques avec des remises en solution de désorption d'ions, etc. Et là, ce qui est important, c'est ce qui est écrit en haut. Cet effet persisterait dans le temps, considérant que les fondations profondes des éoliennes seront laissées en place après la fermeture du projet. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand le projet va être terminé, c'est seulement 2 mètres en surface qui vont enlever du béton. C'est pas toute la masse de 18 mètres par 31 mètres, 18 à 31 mètres de surface de béton qu'ils vont enlever. La profondeur, je l'ai demandé, je n'ai pas pu la voir. Ils disent que ça va dépendre du sol. Alors, l'INSPQ, qui est l'Institut national de la santé publique du Québec, écrivait en 2024 « Tous travaux menant à la modification de la topographie naturelle peuvent, pour leur part, modifier les zones d'infiltration, ce qui affecte éventuellement le régime d'écoulement souterrain. En outre, la réduction de la canopée, donc les arbres qui sont là, qui ne sont plus là, par l'augmentation des surfaces imperméables, favorisera leur ruissellement et réduira la recharge des eaux souterraines. » C'est ce que je vous ai expliqué dans mes mots tantôt. L'eau d'un aquifère pourrait alors alimenter un autre aquifère sous-jacent ou supérieur en fonction des différences de pression hydrostatique. Donc, ça peut changer le sens d'écoulement des eaux. Ils disent dans leur étude d'impact que la durée de l'impact est longue, que l'importance de l'impact négatif est donc moyenne. Alors, je reviens encore aux mesures d'atténuation spécifiques. Bon, ben là, il y a un problème potentiel, on va s'arranger. Ils vont faire des ouvrages de prélèvement au niveau des puits. Ils affirment que parce qu'ils vont faire un inventaire des prélèvements des puits, qu'ils vont faire aussi une investigation, qu'ils vont établir un programme de suivi, puis qu'ils vont voir c'est quoi la cause de la contamination ou de la réduction du volume d'eau occasionné.
Et selon les constats de leur programme de suivi pendant la phase de construction et qui se poursuivra jusqu'à la fin de la période de la probabilité d'occurrence, ça veut dire jusqu'à la fin du projet, des mesures de compensation ciblées seront proposées en présence d'impact. Quelles sont ces mesures de compensation? On ne sait pas, c'est pas écrit. Mais entre vous et moi, quand on joue à la roulette russe avec des nappes phréatiques, puis qu'il y a un problème après, pas sûr que les mesures compensatoires vont vraiment être bénéfiques pour l'ensemble des gens. Alors, eux, ils affirment, leur évaluation de l'importance des impacts, c'est que l'intensité de l'impact sera réduite de moyenne à faible, parce qu'ils ont des mesures d'atténuation spécifiques, parce qu'ils font un inventaire, parce qu'ils font un suivi. C'est plus grave, c'est plus moyen, là, l'impact négatif. Il est faible. Moi, en tout cas, je suis un peu estomaquée quand je lis ça. Moi, je me pose la question, que vaudra l'arrivée de redevances si l'eau est contaminée ou si elle est en quantité insuffisante? Est-ce que les redevances qui sont promises vont faire en sorte que ça va compenser suffisamment un problème au niveau de l'eau, au niveau de la quantité d'eau? Est-ce que les redevances qui risquent d'avoir un impact sur le domaine récréotouristique, est-ce que ça aussi, ça va faire en sorte que les redevances vont amoindrir les problèmes que ça va créer de ce côté-là? Il faut se poser la question. C'est beau de regarder une colonne de chiffres de redevances, mais je pense qu'il faut regarder aussi les impacts potentiels ailleurs. Autre chose que je voulais spécifier ce soir, c'est que dans l'avis de projet Mauricie indique un calendrier des étapes de réalisation. Et là, j'attire votre attention sur demande de permis, d'autorisation, post-décret au niveau provincial, fédéral et municipal. Donc, vous avez sûrement entendu parler récemment que Saint-Adelphe, Saint-Séverin et Sainte-Thècle, certains dans le cas de Sainte-Thècle, ils ont fait une motion pour donner la permission à TES d'utiliser les emprises municipales pour passer les fils. OK? Ils n'ont pas encore adopté la résolution. Mais dans le cas de Saint-Adelphe et Saint-Séverin, ils ont adopté cette résolution-là. Et qu'est-ce qui était prévu au niveau du promoteur? C'était supposé être fait, ça, post-décret. Donc, à partir du moment où le gouvernement dit « Go, tu peux le faire, ton projet, quand le BAP va être terminé », ben c'est pas trop long de faire une résolution pour permettre l'utilisation des emprises. C'est pas si long, ça ne prend pas 6 mois, là. Alors, comment se fait-il qu'en ce moment, on a des municipalités qui se disent neutres face au projet, mais qui en même temps adoptent des résolutions, pour utiliser ces emprises-là. Pourtant, dans le calendrier même de test, c'est supposé être post-décret. Encore une aberration à mon avis. Je vais terminer avec le cas d'Inergex. Peut-être que vous avez entendu parler d'Inergex, qui est un producteur d'énergie renouvelable. Récemment, le gouvernement Legault a décidé d'investir 500 millions de notre argent pour s'assurer qu'Inergex ne s'en aille pas aux mains d'Américains. Si au départ, l'énergie éolienne appartenait à Hydro-Québec, est-ce que le gouvernement aurait été obligé de dépenser 500 millions de notre argent pour acheter une partie de la compagnie pour éviter que ça s'en aille aux mains des Américains? Non. Donc, encore là, quand on fait place à du privé au niveau énergétique, on se met un petit peu la tête sur le bio, puis on se fait couper une main au passage parce qu'on ne peut plus fouiller dans notre poche. Hein? Ils viennent, eux, fouiller dans nos poches. On n'est plus maître chez nous. Et, comble de l'affaire, le syndicat canadien de la fonction publique
a dénoncé que le gouvernement avait investi 500 millions de dollars dans cette compagnie parce qu'après ça, les dirigeants d'Innergex, ils ont fait quoi? Ils se sont votés des petites primes de salaire. Bravo! Donc, tous les Québécois, on se fait avoir là, avec des projets privés au niveau des énergies renouvelables. Ça aussi, il faut le considérer. Il ne faut pas juste regarder les beaux chiffres de redevances. Il faut penser globalement. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, on ne sera plus maître chez nous, puis on va le regretter. Merci.